Deuxième intervenant, vous le connaissez, c'est Bernard Sananès. Venez Bernard, vous pouvez prendre place. Bien évidemment, avec Bernard Sananès, nous allons parler un petit peu de politique, puisqu'il en est un fin observateur, ô combien professionnel de la communication, des études d'opinion. Vous êtes maintenant à la tête de l'Institut ELAB. Vous êtes entrepreneur aussi, puisque vous avez créé cet institut, je crois que c'est l'année passée, en 2015, avec le désir non seulement d'exercer votre expertise en matière d'analyse, d'études d'opinion, mais aussi de porter un regard particulier sur les problématiques d'éthique et d'indépendance. Bien évidemment, ça nous ramène assez naturellement à la confiance, et vous allez nous expliquer comment tout cela est à l'œuvre, notamment dans le champ du politique. On vous écoute, Bernard. Merci. Il y avait l'option casque et slide. Moi, j'ai pris l'option pupitre et pas de slide. Pourquoi n'avons-nous plus confiance? C'est une vraie question. Pourquoi n'avons-nous plus confiance dans notre pays, dans nos institutions, dans ceux qui nous gouvernent, dans nous-mêmes, évidemment? Nous sommes un des grands champions, la France, un des grands champions de la méfiance institutionnelle. Nous sommes le 4e pays le plus méfiant face au gouvernement. Nous sommes le 2e pays européen le plus méfiant à l'égard des partis politiques, juste après la Lettonie. Dans une de nos études récentes, nous avons montré que ce que l'on appelle dans notre jargon les SPP, les sans préférences partisanes, représentaient aujourd'hui près d'un tiers de la population. Ils représentent plus que l'addition des sympathisants socialistes et les Républicains, les 2 plus grands partis aujourd'hui, réunis. Un tiers des Français se déclarent sans préférence partisane. Pourquoi n'avons-nous plus confiance non plus dans ceux qui nous parlent, qu'ils soient dirigeants d'entreprise ou dirigeants politiques? Plus confiance non plus, et cela peut-être va vous inquiéter, dans la statistique publique. Selon des chiffres du Cevipof, il n'y a qu'un tiers des Français qui ont confiance dans les chiffres de la croissance économique, 29% qui ont confiance dans les chiffres de la délinquance, 28% dans les chiffres du chômage. Alors c'est pour nous qui observons, vous l'avez dit, la société, qui essayons de l'observer parce qu'elle est très complexe, la société française, parfois schizophrène aussi, c'est pour nous un vrai mystère. Pourquoi cumulons-nous, et Marianne Frison-Roche y faisait allusion tout à l'heure, je vais le dire peut-être autrement, pourquoi cumulons-nous cette méfiance, cette défiance verticale envers ceux d'en haut et cette méfiance horizontale envers celui d'à côté? Et ça, c'est typiquement français. Pourquoi? D'abord, et je ne veux pas plomber l'ambiance, mais si on ne comprend pas ce chaînage-là, on ne peut pas expliquer la défiance. D'abord, je ne paraphrasais pas feu Roger Gicquel, parce que la France a peur. La peur est un des sentiments profonds, prégnants, transversal de la société française. Nous avons peur pas seulement, évidemment, depuis le terrorisme, mais plus profondément depuis la crise de 2008. Nous avons peur du déclin collectif du pays, nous avons peur du déclassement individuel, nous avons peur de la mondialisation, nous avons peur de ne pas avoir les armes dans la mondialisation. Vous savez, on avait introduit une fois une variable qui était très intéressante et on voyait que tous ceux qui maîtrisaient mal l'anglais étaient ceux qui avaient le plus peur de la mondialisation, comme s'ils se sentaient désarmés par cette aventure économique. Et bien sûr, nous avons peur de la précarité. Et ce sentiment-là, il est très fort et il touchait précédemment uniquement, j'allais dire, les milieux populaires. Il touche aujourd'hui les classes moyennes, il atteint les classes supérieures. Il y a dans notre pays la peur de tomber. Et cette peur, elle est valable pour nous et elle est valable aussi pour nos enfants. Nous sommes 7 sur 10 à considérer que nos enfants vivront moins bien que nous aujourd'hui. La France a peur de la réforme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que la réforme lui est toujours présentée et parce qu'elle est toujours ou presque toujours perçue comme un recul, jamais comme un bénéfice. Si vous voulez réformer les retraites, c'est parce que vous voulez toucher à nos avantages. Si vous voulez réformer le code du travail, ce n'est pas, en tout cas on n'arrive pas à l'expliquer, ce n'est pas pour créer plus d'emplois, c'est parce qu'on veut donner plus de liberté aux entreprises pour licencier. Les exemples ne manquent pas. Et cette peur de la réforme est évidemment intimement liée à la défiance envers les institutions et envers ceux qui nous gouvernent. Alors, est-ce que toute la France a peur? Non. Il y a dans chacun d'entre nous une part de peur, mais si je schématise, et on le fait parfois, on en est désolé dans nos études, mais si on schématise entre la France de la peur et la France du mouvement, eh bien aujourd'hui, numériquement, la France de la peur est plus importante dans notre pays que la France du mouvement. Et la France de la peur, elle s'est installée avec force
dans beaucoup de catégories socioprofessionnelles. Elle s'est installée très fortement chez les ouvriers. Ils ne sont que 3,5 sur 10 à noter positivement, à considérer aujourd'hui positivement que le mot confiance est présent dans la société française. La peur, elle s'est installée, la défiance s'est installée chez les actifs, au cœur de la population active, au cœur notamment des salariés du secteur privé. Et puis elle s'est installée enfin, c'est très important d'avoir une lecture territoriale de notre pays, elle s'est installée dans toutes les zones du périurbain, toutes les zones rurales, où on ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes liens avec la situation économique, avec les activités, avec tout ce qui se passe dans les agglomérations urbaines. Et puis, cette défiance, elle s'est installée aussi parce que nous avons perdu confiance en nos dirigeants. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas un jugement politique, cela avait commencé dans le quinquennat précédent, mais, il faut le dire, jamais la défiance vis-à-vis d'un président de la République n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. Or, en France, c'est un paradoxe. On déteste la politique, mais on attend tout du président de la République. Vous savez, on a perdu à peu près 20 points de participation à tous les scrutins importants depuis 20 ans. Il y a un seul scrutin où la participation ne recule pas, l'élection présidentielle. On est toujours autour et souvent au-delà des 80%. Mais ça ne touche pas que le président. Dans notre baromètre ELAB pour les Échos, qui sort hasard ce soir à 17h, vous verrez que ce soir encore, il n'y a pas une seule personnalité parmi la vingtaine testée qui dépasse les 50% d'opinion positive. Donc cette défiance, elle s'est, Yann Algan me permettra, elle s'est généralisée. Ça, c'est le volet pessimiste. Mais à l'inverse, nous avons, plus que d'autres, des institutions en lesquelles nous croyons. Nous croyons en l'armée, plus en France que dans le reste de l'Union européenne. Nous croyons en la police, plus en France que dans le reste de l'Union européenne. Et surtout, et je voudrais m'arrêter là-dessus, nous croyons plus dans les autorités locales et nous croyons plus dans les PME. Dans les PME, c'est extrêmement frappant. Le taux de confiance des Français envers les PME est de 80%. Le taux de confiance entre les grandes entreprises, publiques ou privées, est autour de 40%. Et donc, ce que nous observons, à la fois cette confiance plus grande vers les autorités locales et aussi vers les PME, c'est que le niveau de confiance est corrélé, intimement corrélé, à la proximité de l'institution. Confiance envers le conseil municipal, 65%. Confiance envers le gouvernement, 29%. Ce que nous observons aussi, c'est que, on parle beaucoup de tiers de confiance aujourd'hui, alors je suis désolé de reprendre cette expression, mais c'est que les tiers de confiance ont changé. On faisait confiance aux syndicats, on faisait confiance aux partis politiques, on faisait confiance aux experts. Aujourd'hui, on fait confiance aux associations, on fait confiance aux citoyens, on fait confiance à des gens que parfois on ne connaît pas. C'est quand même paradoxal. On est le pays qui a le plus de défiance et en même temps, on est un des pays où l'économie collaborative se développe le plus. C'est formidable, l'économie collaborative, mais c'est quand même monter dans une voiture avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas 2 heures avant ou louer son appartement à quelqu'un qu'on ne connaissait pas 48 heures avant et qu'on ne verra peut-être jamais parce qu'on lui aura juste laissé les clés en bas. Et donc ce paradoxe de l'émetteur de confiance, voilà, il y a une confiance qui était institutionnelle, qui a grandement disparu, qui s'est grandement affaiblie, et on a, je dirais, la naissance d'une confiance affinitaire. Je fais confiance a priori dans des gens qui sont dans les mêmes cercles que moi. Et donc, rétablir la confiance, ça va nécessiter beaucoup d'espérance, beaucoup de détermination, et en même temps, je dirais à la fois une notion un peu géographique. Il y a vraiment la confiance qui doit partir du local, en particulier au niveau municipal. Moi, je suis très frappé des collectivités locales qui ont réussi à mettre en mouvement les conseillers municipaux. Vous savez, les conseillers municipaux sont 500 000 en France, et on se dit parfois, ils ne servent pas à grand-chose, etc. Bien, ceux qui ont réussi à faire naître une vraie démocratie de proximité avec les conseillers municipaux, on voit que le lien avec la collectivité est extrêmement différent. Et puis, il y a, et ça va vous parler, même si j'imagine que vous ne travaillez pas que pour des PME ou des ETI, et aussi pour des grandes entreprises, il y a la confiance envers la PME. La PME, c'est la structure plébiscitée par les Français et qui suscite de vives attentes. On a une attente face à un modèle entrepreneurial différent, des entreprises à taille humaine, une hiérarchie plus douce. Vous évoquez ma propre expérience. C'est vrai que moi, j'ai été dans des grands groupes pendant 15-20 ans et j'ai choisi de monter une entreprise où il n'y a quasiment pas de structure de management vertical. Alors,
deux espaces, je dirais, géographiques, le local pour les institutions, la PME pour l'économie. Et puis il y a dans nos études, ce serait prétentieux de dire qu'on a évidemment la solution, mais on voit bien qu'il y a 4 grands leviers, il y a 4 mécanismes qui recréent de la confiance. Le premier, c'est la transparence. La transparence, vous l'avez évoqué, ça renvoie bien sûr à la quantité d'informations que l'on reçoit aujourd'hui, mais c'est une condition sine qua non de la confiance. Ça paraît évident aujourd'hui, dans la communication par exemple des entreprises. Dès qu'on ne répond pas, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Et donc il vaut mieux intervenir, il vaut mieux répondre, mais se faufiler, comme parfois certains le font, c'est déjà créer un lien de défiance. Et ça, c'est très important pour l'entreprise dans la relation avec ses clients, avec ses salariés et avec toutes ses parties prenantes. Un des deuxièmes piliers que l'on voit dans nos études, c'est l'individualisation. La confiance s'instaure de façon privilégiée dans le cadre de rapports inter-individuels. Et on voit bien que les entreprises qui ont réussi à installer cette relation personnelle, beaucoup communiquent là-dessus. J'ai mon conseiller, j'ai ma relation, je suis traité différemment, je ne suis pas un numéro, je ne suis pas un contrat. Ce sont celles qui réussissent à engager le plus de confiance et donc à nourrir leur image et leur réputation. La troisième, c'est la régularité. C'est vrai que la confiance s'installe, on le voit beaucoup dans les études, dans des relations d'habitude. Parfois, ça apparaît comme des routines, mais la confiance, ça s'installe dans le temps long. Ça alimente une référence commune. On parle de la même chose, on parle de choses que l'on a vécues ensemble. Et souvent, les entreprises, les institutions ne sont pas structurées comme ça, parce qu'il faut changer des directeurs d'établissement tous les 3 ans ou 4 ans pour leur offrir une mobilité. Mais comment changer au bout de 3 ou 4 ans alors qu'on vient de nourrir cette relation? Et donc là, on voit bien que notre système aussi ne répond pas à cette exigence de confiance dans la régularité de cette relation. Et puis, le quatrième, et je terminerai par ça, c'est la proximité. La proximité, c'est aujourd'hui un mot magique. Dans nos études, c'est le mot qui dépasse tous les autres quasiment. C'est le mot qui, à la fois, s'érige en rempart contre la mondialisation, que ce soit dans la consommation, les circuits courts, que ce soit dans la demande aussi vis-à-vis du politique. La demande de proximité, elle est aussi une demande d'empathie, mais c'est aussi le cas dans l'entreprise. C'est une demande, non pas d'être comme nous. Les Français ont compris que les politiques n'étaient pas comme eux, mais au moins comprenez nos problèmes. Montrez-nous que vous avez compris les situations que nous vivons et que, nous le savons, vous ne vivez pas. Et donc cette notion de proximité aujourd'hui, dans la parole politique, dans la relation avec les acteurs politiques, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que la relation avec la parole politique, notamment aujourd'hui, en France, est un des sujets qui entache la confiance. Pourquoi ? Parce que cette perte de confiance, je ne parle même pas du mensonge, on va dire à la Cahuzac, puisque maintenant c'est rentré dans le langage commun, je ne parle même pas des promesses de campagne, parce que là, ils seraient nombreux à être passés par cette case-là, je ne parle même pas des petites phrases, mais il y a un grand décalage entre la parole politique et l'action. C'est vrai que ce décalage dans le temps, notamment, est très frappant. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi on leur demande dans leurs entreprises, dans leurs structures, d'être agiles, d'être rapides, et pourquoi une mesure annoncée par un ministre met plus de 18 mois à se transformer en décret. On ne comprend pas pourquoi un salarié est évalué 1 à 2 fois par an et pourquoi le politique, lui, n'est évalué que tous les 5 ans et qu'il n'est pas obligé de faire un compte-rendu de mandat. Et donc vous voyez que ce rapport à la parole politique altère aussi la confiance. Donc il y a des piliers pour restaurer la confiance: transparence, individualisation, régularité, proximité. Je suis sûr que vous vous retrouvez, vous, dans ces items-là qui vous parlent dans votre métier au quotidien. Et puis, il y a autre chose pour restaurer la confiance, et je terminerai par ça. Moi, j'ai la conviction que pour la France, un moment clé, c'est typiquement français, un moment clé de la confiance, c'est l'élection présidentielle. Que l'élection suscite un vrai débat, qu'elle présente une nouvelle offre politique, qu'elle arrive à marquer des ruptures dans la manière de gouverner, et à ce moment-là, ça insufflera de la confiance en beaucoup d'acteurs. Oui, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais j'ai la conviction que l'élection présidentielle peut être un accélérateur de confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup.